Merci d'être fidèle à nos programmes. Bonsoir et bienvenue sur ITV dans l'actualité de ce lundi. Les projets de découpage administratif, les populations de Pikine se dressent contre ce qu'elles appellent une injustice. Le maire de Guédiawaye, Aliou Sall, propose en effet d'enrôler des communes actuellement rattachées à Pikine. Le journaliste Pape Ndiaye n'a pas finalement fait face au juge ce matin. L'affaire a été renvoyée au 31 mai prochain pour absence de témoins. Ses avocats vont tout mettre en œuvre pour que le journaliste soit acquitté des faits d'escroquerie retenus contre lui. Il sera également question dans ce 1945 de l'évaluation de la campagne de collecte de l'arachide. Un gros échec aux yeux du syndicat des corps gras. Seuls les étrangers ont réellement profité de cette campagne. Et nous démarrons ce journal avec le projet de découpage administratif. La proposition du maire de Guédiawaye, Aliou Sall, c'est d'enrôler une partie du département de Pikine. Sont concernées les communes de Djiddah-Thiaroye-Kao et de Dalifort. Une proposition qui se heurte au refus catégorique des populations de Pikine où nous retrouvons Mamadou Lamine Fati. Pikine aux Pikinois. Le découpage administratif divise Guédiawaye et Pikine. Après la déclaration du maire de Guédiawaye de rattacher une partie de Pikine à Guédiawaye. Il a fait savoir aux populations que son souhait, c'est d'extirper, d'abord la commune de Djiddah-Thiaroye-Kao et de l'enrôler dans le département de Guédiawaye. Mais aussi ce lopin de terrain qui nous reste, qui tourne aux alentours de 650 hectares qu'il veut prendre. Et nous savons que cette partie-là, qui est appelée plus précisément le Technopole, sont des terres du département de Pikine. Donc si aujourd'hui, sachant que cette zone déjà est une zone classée, cela veut dire qu'elle est hors gestion des collectivités territoriales. Nous avons entendu le frère du président de la République qui s'autoproclame pour prendre en charge cette partie-là. Nous ne saurions l'accepter encore une fois, nous le disons, nous qui sommes des Pikinois. Et tout ce que le combat nous permettra de faire, on le fera, Inch'Allah, pour que Aliou Sall puisse savoir que ce qui revient de droit, comme nous qui habitons à Pékin, il n'a pas le droit ni la possibilité de pouvoir y toucher, ne serait-ce qu'un petit lopin de terre. Les populations de Djiddah-Thiaroye-Kao ne veulent pas dépendre de Guédiawaye. Selon elles, tous les moyens seront utilisés pour obtenir gain de cause. Nous allons passer à la communication très forte, mais aussi nous allons essayer d'aviser les autorités, qu'elles soient les autorités administratives, qu'elles soient également les autorités préfectorales. Nous allons essayer d'aller également à la rencontre de nos autorités locales pour leur faire part de ce qui se passe en réalité actuellement dans cette zone autrement appelée Technopole. Certes, on ne va pas trop se focaliser sur ces gens-là parce que nous savons tous qu'aujourd'hui, en grande partie, ceux qui dirigent nos collectivités locales aujourd'hui sont parfaitement en phase avec tout ce que Aliou Sall est en train de faire. Et ça, il faut qu'on le dise tout de suite et maintenant. Eux, qu'ils soient d'accord avec Aliou Sall ou pas, cela ne nous importe peu. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que la population de Pikine a dit non et continuera à dire non. Des propositions de découpage qui n'enchantent pas les habitants d'une partie de Pikine, qui veulent toujours rester dans leur département. Une situation que certaines personnes qualifient de découpage purement politique. Contacté au téléphone, l'équipe du maire de Guédiawaye parle de démocratie et de liberté de la population. Ces mêmes revendications, Mamadou Lamine Fati, nous emmènent à Sangalkam. L'éclatement de la commune de Diakhaï par Selniakourap entre le futur département de Keur-Massar et celui de Rufisque passe mal aux yeux des conseils municipaux. Ils estiment qu'il s'agit là d'un règlement de compte entre le maire de Sangalkam et le ministre des collectivités territoriales Oumar Gueye. Les précisions de Jules Sambo, conseiller municipal à Diakhaï. Aujourd'hui, nous, dans la commune de Diakhaï, on ne peut pas concevoir qu'on veuille amener notre commune dans le département de Keur-Massar et qu'on puisse imputer les parties de Niakourap et de Daroutchoub. C'est la partie la plus ancienne de notre commune. Donc on ne peut pas concevoir aujourd'hui qu'on puisse, par exemple, créer un nouveau département, y amener la commune de Diakhaï et nous imputer, par exemple, des parties que sont Niakourap et Daroutchoub. En plus de ça aussi, il y a d'autres parties qui nous appartiennent dans notre commune et
qu'on a toujours revendiqué. Si je prends l'exemple de Dubaï, si je prends l'exemple des Almadies, si je prends l'exemple de la cité Teranga, si je prends l'exemple de Lebougui. Donc c'est des parties qui doivent nécessairement venir dans notre commune. Donc la commune de Jaxaay Parcelles Niakoulrap dit oui à la départementalisation de Keur Massar, mais non à l'imputation. Nous allons y aller avec la partie qui est Niakoulrap et la partie qui est Darou Thioub, en plus des autres parties qui sont légales et légitimes, que sont Dubaï, Lebougui, la cité Almadies 2 et ainsi de suite. Nous lançons un appel au président de la République. C'est sûr et certain qu'il y a des règlements politiques qui se font. Le ministre Omar Gueye a des règlements politiques à faire envers notre maire Mor Sarba. Il veut, à travers ce découpage-là, essayer de régler ses contentieux avec la maire. Nous n'allons pas l'accepter. Et nous lançons un appel au président de la République pour lui faire savoir que le ministre Omar Gueye veut lui induire en erreur. La population de Jaxaay n'est pas contente et n'est pas d'accord par rapport à ce découpage-là. Et face à tous ces problèmes, toutes ces polémiques, Barthélémy Diaz dénonce une instrumentalisation de l'acte 3 de la décentralisation, une manipulation qui, selon lui, vise à priver les communes de leurs recettes. Regardez. On n'a jamais pensé qu'au Sénégal, on pouvait descendre aussi bas dans la bonne gouvernance et la gestion publique. Parce que quand on a parlé de l'acte 3 de la décentralisation, tous les Sénégalais, en particulier Dakarois, ont dit qu'on voulait combattre l'ancien maire de Dakar, M. Khalifa Ababakar Sall, en retirant à la ville de Dakar des taxes et en les renvoyant dans les communes. Je fais partie de ceux qui pensaient que les communes devaient aussi être dotées de moyens et que la ville aussi devait exister, parce que la ville a sa raison d'être. Je le répète, on ne peut pas comme ça subitement se lever et dire à la commune de Mermoz-Sacré-Cœur qu'elle ne disposera plus de sa taxe sur les ordures ménagères. Si la commune de Mermoz-Sacré-Cœur ne doit plus disposer de sa taxe sur les ordures ménagères, je rappelle au président de la République que ce n'est pas la mairie de Dakar qui nettoie la commune de Mermoz-Sacré-Cœur. Il faut qu'on se comprenne. Vous ne pouvez pas être le président de la République, vous retirez la taxe sur les ordures ménagères à Khalifa Ababakar Sall, vous créez l'UCG, et aujourd'hui, vous décidez de reprendre la taxe sur les ordures ménagères et la retourner à la ville de Dakar. Je rappelle que cette taxe sur les ordures ménagères pour la commune de Mermoz-Sacré-Cœur est chiffrée à plus de 200 millions de francs CFA. Je rappelle que la taxe sur le foncier bâti a été retirée à la commune de Mermoz-Sacré-Cœur, parce que pour l'instant, je ne peux parler que de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur. Ça, c'est la déclaration de M. Khalifa Ababakar Sall, ancien maire de Dakar, propriétaire d'une maison à Sacré-Cœur 2, qui est le siège de Taxawu Sénégal, et que tout le monde connaît. Vous allez regarder en haut, on a encerclé en bleu. L'adresse, c'est Sacré-Cœur 2, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Sacré-Cœur 2 n'est pas dans la commune de Fan.E, et même le maire de Fan.E, assis ici, c'est en âme et conscience que Sacré-Cœur 2 n'est pas dans la commune de Fan.E. Alors, ce que le maire de Fan.E lui-même ne recherche pas, je ne comprends pas pourquoi des fonctionnaires qui n'ont rien à voir avec la politique cherchent à priver la commune de Mermoz-Sacré-Cœur de recettes. Et sachez aussi que Barthélémy Diaz a officiellement déclaré sa candidature à la mairie de Dakar. Après avoir observé un arrêt de travail le 11 mai dernier, les travailleurs du palais de justice de Dakar poursuivent leurs revendications. Ils réclament une réforme totale et la mise en place de régies financières au sein des greffes. Le secrétaire général de l'UNTJ, l'Union nationale des travailleurs de la justice, Maître Atap Goudiaby, livre sa part de vérité. C'était cet après-midi dans Kenwas Kanui sur ITV avec Elhadj Malick Cissé. Il nous faut une autonomisation de la gestion des fonds communs, c'est-à-dire créer une régie financière au sein des greffes pour qu'au moins on puisse avoir une gestion transparente. Sinon, on va continuer à nager dans le flou et ce flou-là crée des frustrations et lesquelles frustrations aboutissent à de l'instabilité dans le fonctionnement de la justice. C'est ce que nous avons vécu le 10 mai passé lorsqu'on a observé au niveau du palais Pikine Guédiawaye un arrêt de travail juste pour alerter l'opinion nationale et internationale que les travailleurs de la justice sont restés des mois sans pourtant au moins rentrer dans leurs droits. Les fonds communs, alors j'ai dit, bon, ce sont des frais de délivrance.
l'efficience des décisions de justice, mais ces frais-là sont par exemple donnés à l'avance, avant même qu'on ne délivre la décision. Comment on fait? Quand on vient pour enrôler son dossier, c'est-à-dire le mettre dans le rôle, on vous fait une quittance que vous allez payer au niveau des impôts. Donc ce sont les impôts qui reçoivent d'abord cet argent-là qui est destiné au greffe, qui cumulent ça tous les 3 mois, les versent au niveau d'un compte qui se trouve au Trésor. Donc, au terme des 3 mois, le comité, dirigé par le DAGE et les représentants des syndicats et certains chefs de greffe, se réunissent. On leur dit que vous avez tant de francs ici. On retiendra également de l'actualité judiciaire de ce lundi le renvoi du procès du journaliste Pape Ndiaye au 31 mai prochain. Il était appelé à la barre ce matin, mais la partie civile n'était pas présente. L'un des avocats du journaliste poursuivi pour escroquerie déclare que la défense est sereine. Maître Abdoulaye Tal, ce que nous écoutons. Je disais tout à l'heure que toutes les dispositions ont été prises pour la tenue de ce procès ce matin à l'évocation de l'affaire. Mais malheureusement, à l'appel de la cause, il y a une partie civile qui a fait défaut et 2 témoins. C'est pour ces raisons que le tribunal, pour la manifestation de la vérité et pour le respect du principe du contradictoire, a jugé nécessaire de renvoyer à quinzaine. Maintenant, on s'attendait à ce que le renvoi soit à huitaine, parce que c'est ça la pratique du tribunal. Mais malheureusement, le lundi prochain coïncidera avec un jour férié. C'est pour ces raisons qu'on a mis l'affaire en quinzaine, en espérant qu'effectivement, cette date, les parties civiles seront à l'appel et que Pape Ndiaye sera jugé du fond de l'affaire. Du côté de la défense, tous les avocats, comme tous les clients, nous sommes tous sereins, pour 2 raisons. La première raison est que Pape Ndiaye a contesté les faits depuis l'enquête préliminaire. Depuis la police, il a contesté les faits. Et ces mêmes contestations ont été réitérées juste après le procès-verbal de première comparaison, la déclaration de première comparaison, c'est-à-dire la notification par le juge des faits qui lui sont reprochés. Donc il a réitéré ces mêmes dénégations. Raison pour laquelle nous dit que nous sommes sereins. Ajoutez à cela le fait que Pape Ndiaye, quand même, a brandi des preuves matérielles qui attestent de ce qu'effectivement cette affaire est purement civile et n'a aucune connotation pénale. Et c'est ce que nous allons défendre pour manifester, pour montrer son innocence, caractériser son innocence et demander à ce que le tribunal l'acquitte ou le renvoie des faits de la poursuite sans peine ni dépôt. Et c'est l'un des titres de cette édition. Alors que le ministre de l'Agriculture se targue d'une très bonne campagne agricole, avec notamment des chiffres records en termes de production d'arachide, le syndicat national des corps gras pointe un échec total. Samuel Ndour, le secrétaire général du syndicat, déclare que seuls les étrangers ont bénéficié de cette campagne arachidière. Le voici. C'est pas une bonne campagne parce que malheureusement, l'industrie locale n'a même pas eu 100 000 tonnes. Toute l'industrie locale, la Sonacos s'est limitée à 67 000 tonnes, alors que l'objectif primaire était de 250 000 tonnes au moins. Donc vous voyez qu'il y a un grand écart et malheureusement, beaucoup de graines sont sorties du pays parce qu'on parle de plus de 500 000 tonnes exportées par les Chinois. Vraiment pour nous, c'est pas une bonne campagne, c'est pas une campagne réussie, parce qu'on n'a même pas le 5e de nos besoins. Vraiment, pour nous, c'est un échec. Donc, il s'était préférable que le ministère de l'Agriculture puisse convoquer les assises de la filière pour qu'on parle du nouveau système qu'il faut mettre sur place. Peut-être c'est le partenariat, comme le carreau usine est fini. Donc, mais malheureusement, jusqu'à présent, on attend ces assises-là, c'est pas fait. Au niveau des exportateurs, peut-être c'est une réussite. Au niveau du monde paysan aussi, avec le prix avec lequel l'industrie locale a acheté la graine, c'est encore là-bas une autre réussite. Mais au niveau de l'industrie, on a un tonnage très peu, mais qui a coûté très cher. Et je peux même dire trop cher, parce que le kilo à 320 francs, j'avoue que c'est un prix excessif pour celui qui fait de l'huile. Peut-être pour celui qui fait de l'exportation des graines décortiquées, exportées, c'est bon, mais pas pour l'industrie locale. C'est une alerte à prendre très au sérieux. L'hypertension artérielle gagne du terrain au Sénégal, à Touba notamment. De plus, la capitale du mouridisme ne dispose pas de suffisamment de spécialistes et nos correspondants Gorin Daclo et Tierno Faye nous racontent comment s'est déroulée la célébration aujourd'hui de la Journée mondiale de l'hypertension artérielle.
Le taux de prévalence de l'hypertension artérielle ne cesse de grimper au Sénégal, d'où la célébration de la journée mondiale dédiée aux hypertendus. À cet effet, les membres de la Société sénégalaise de cardiologie se sont réunis à Touba pour élaborer un plan de riposte contre l'hypertension artérielle. Cette maladie est grave puisqu'elle constitue une des causes principales, sinon la cause principale de plusieurs affections. C'est le cas des accidents vasculaires cérébraux ou AVC, c'est le cas de la maladie rénale, c'est le cas de l'insuffisance cardiaque, c'est le cas des crises cardiaques qui ont tous comme dénominateur commun d'avoir l'hypertension artérielle comme principal facteur de risque. Donc c'est une maladie grave, fréquente, mais c'est aussi une maladie qui est là sous-dépistée dans notre pays. Peu de patients, même dépistés, ne sont pas traités et moins d'un patient sur 10 à peine sont contrôlés. Ainsi, le président des cardiologues du Sénégal revient sur l'importance du choix porté sur la cité sainte de Touba. D'abord, la ville sainte de Touba est un vrai carrefour qui compte plus d'1 million d'habitants. Mais on sait également que cette ville accordéon, comme on dit, est une ville qui reçoit beaucoup de personnes avec un brassage de population très important. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des raisons purement sanitaires, parce que Touba a une très forte prévalence. Selon les équipes qui sont ici et qui ont mené des études, on considère que plus de 40% de la population adulte de Touba a une hypertension artérielle. Comment prévenir l'hypertension artérielle? Professeur Abdoul Khan répond ainsi. Que faire pour ne pas être hypertendu? Et ceci passe par une alimentation saine, ceci passe par un régime alimentaire équilibré, mais aussi une activité physique régulière. On sait que malheureusement ce n'est pas toujours le cas. Ceci passe par des comportements et des modes de vie plus vertueux, arrêter de fumer, arrêter l'alcool bien entendu, mais c'est également diminuer considérablement le sel, puisque, et ça aussi c'est un exemple apparemment qui nous vient de Touba, la consommation de sel semble jouer un rôle important dans l'hypertension artérielle et dans ses complications telles que les AVC et la maladie rénale. L'hypertension artérielle, source de nombreuses autres maladies dont souffrent aujourd'hui certains patients déjà admis aux soins intensifs. En direction Saint-Louis à présent, l'eau est revenue. L'unité de pompage de Bango a finalement été réparée après 48 heures de pénurie. Et à ce propos, le directeur du bureau régional de la Seine-Eau, Pape Abdoumbaye, nous explique l'origine de ces perturbations. Des propos recueillis par Momar Alissignan et Mokhtar Seck. C'est un grand ouf de soulagement après beaucoup d'efforts et beaucoup d'énergie pour venir à bout de cette panne qui était très compliquée. On a pu remettre 90% de notre capacité de production. On pouvait aller à 100%, mais pour ne pas perdurer dans la pénurie d'eau, nous avons jugé utile de remettre déjà 90% de notre capacité de production pour permettre aux populations d'avoir le plus tôt possible de l'eau. Donc les 10% qui restent, nous allons pouvoir les faire sans aucun problème et puis sans trop impacter les populations. Ça, on le fera dans des phases ultérieures à venir en fonction des complexités qu'il y aura à faire. Le reste de l'actualité consacrée à cette formation en droit international et qui concerne 30 jeunes juristes. À l'issue de cette session, leurs connaissances seront mises à profit dans certains pays de la sous-région actuellement secoués par des crises de la démocratie. Mamadou Dian avec Barasso. Permettre aux pratiquants du droit d'être à jour sur les législations internationales, c'est l'objectif de cette formation sur la justice et l'état de droit. Les normes internationales, qui sont aujourd'hui de plus en plus nombreuses et qui doivent recevoir application dans l'ordre interne juridique de nos différents pays. Vous savez, il y a les conventions internationales, il y a les pactes, il y a le droit communautaire. Tout ça, ce sont des normes nouvelles qui doivent recevoir application dans nos États. Et donc, pour une meilleure application, une meilleure adoptabilité de ces textes ou ces normes dans nos États, nous qui sommes les acteurs de l'application de ces textes-là, nous avons besoin d'une formation continue. Une formation pour permettre aux juristes d'être au diapason de la loi. Les avocats sont preneurs.
Même si le bâtonnier estime qu'il n'y a pas de carence pour expliquer une telle formation, la législation obligerait les avocats à être à jour. D'abord, ça fait partie de nos obligations et puis ensuite, comme je l'ai dit, c'est des rendez-vous du donner et du recevoir. Quand vous sortez de séminaire de 2 ou 3 jours sur ce thème-là, vous apprenez forcément des choses. Et c'est toujours utile, comme l'a dit le premier président de la Cour suprême, pour les acteurs, n'est-ce pas, d'être toujours en phase avec les textes nouveaux, comme d'ailleurs les textes anciens, parce qu'il est une règle que nul n'est censé ignorer la loi, mais c'est une fiction. Tout le monde dit nul n'est censé ignorer la loi, mais ce n'est pas vrai. Je veux dire que les acteurs eux-mêmes peuvent avoir besoin, n'est-ce pas, d'être au diapason de la loi, donc de la pratiquer, de la discuter tous les jours entre acteurs pour voir un peu quelle est la substance qu'il faut en tirer. Cette session spéciale de formation est partie pour 3 jours avec 30 participants. Des juristes et avocats sont ainsi formés en droit international, une activité qui n'est pas une première. La page des sports représentée par Pape Malick Diop. Bonsoir Pape Malick. Bonsoir Adama. Bienvenue. Nous démarrons avec du football. Le Sénégal va jouer 2 matchs amicaux à l'occasion de la fenêtre FIFA du mois de juin et ce sera face à la Zambie et au Cap-Vert. Tout à fait. Des matchs donc qui se joueront au mois de juin, bien sûr, puisque au mois de septembre, les Lions vont jouer les qualifications pour le Mondial 2022 et la fédération qui a fini donc d'annoncer ces 2 matchs amicaux qui vont se jouer les 5 et 8 juin, la Zambie et donc le Cap-Vert. Et pour certains Sénégalais, bien évidemment, le niveau de ces équipes reste à désirer. Mais pour Youssouf Bodian, ça reste un bon choix vu les adversaires que va affronter le Sénégal en qualification pour le Mondial 2022, à savoir la Namibie, le Congo et le Togo. Youssouf Bodian, que nous écoutons. On nous a habitués à des équipes de seconde zone, on est habitué à ça. Très rarement, on a joué face à des équipes qui mènent un peu le bal en Afrique, mais aussi dans le monde. Mais bon, je pense qu'aujourd'hui, il faut voir, c'est pour préparer quel match aussi. Parce qu'on va jouer contre le Congo et la Namibie et le Togo pour les qualifications de la Coupe du Monde Qatar 2022. Si vous allez jouer peut-être contre des équipes européennes ou d'autres équipes, c'est pour préparer quoi? Parce que les éliminatoires, c'est en septembre. Moi, je pense que ce n'est pas mal d'avoir des adversaires comme ça, parce que vous vous préparez à jouer le Togo, le Congo, la Namibie, jouer le Cap-Vert ou jouer l'équipe de la Zambie. Je pense que ça ne baisse pas le niveau de l'équipe du Sénégal, parce que une équipe comme la Zambie a remporté la CAN, alors que nous, on ne l'a jamais fait. C'est vrai que ces 2 équipes, on les a pas vues à la CAN 2019, à la CAN 2017 également. Mais le Cap-Vert a fait une bonne campagne de qualification de la CAN 2021 en terminant 2e derrière le Cameroun, même si la Zambie ne s'est pas qualifiée. Pour moi, l'essentiel, c'est d'avoir le profil de l'équipe qui pourrait t'aider à préparer le match suivant. Et je pense que pour ces 2 équipes-là, c'est pas gagné d'avance. Déjà, c'est pas gagné d'avance et on pourrait peut-être, nous, Sénégal, préparer bien le match contre le Togo, qui est peut-être une équipe du même niveau que le Cap-Vert ou la Zambie. Youssouf Bodian sur les adversaires du Sénégal, à savoir la Zambie et le Cap-Vert. Et pour rappel, la première rencontre face à la Zambie aura lieu le 5 juin prochain et le second match contre le Cap-Vert le 8 juin 2021. Les heures de ces 2 rencontres restent à définir. Toujours, mais cette fois en Europe, Nîmes de Moussa Koné file en Ligue 2. Youssouf Sabaly marque avec son club. En Angleterre, Sadio Mané croit toujours à la Ligue des Champions. Effectivement, Tour d'Europe des Lions, donc en France d'abord, malgré un doublé de Moussa Koné et Nîmes, qui sont définitivement relégués en Ligue 2, et Youssouf Sabaly participe au maintien en marquant pour Bordeaux. En Angleterre, Sadio Mané et Liverpool croient toujours à la Ligue des Champions et Leicester de Nampalys Mendy a remporté son premier trophée en Angleterre avec la FA Cup qu'ils ont fini de soulever après avoir battu Chelsea d'Edouard Mendy. Le Tour d'Europe des Lions, c'est avec Chardiop. Le Tour d'Europe des Lions nous mène d'abord en France où se jouait l'avant-dernière journée du championnat et où beaucoup de choses pouvaient encore arriver en haut comme en bas du classement. Bordeaux a définitivement assuré le maintien en Ligue 1 et grâce à un but de Youssouf Sabaly sur une victoire 3-0 devant Lens. Nîmes est officiellement relégué en 2e division malgré l'efficacité de Moussa Koné.
L'attaquant sénégalais a pourtant planté un doublé lors du revers 5-2 devant l'Olympique lyonnais. Marseille sera quoi qu'il en soit européen la saison prochaine. Sur le fil, les Phocéens ont gagné après un match fou 3-2 devant Angers. Le dernier du Marseille est survenu dans les arrêts de jeu grâce à un penalty obtenu par Cheikh Ahmadou Bamba Dian. Le champion sera connu lors de la dernière journée et le sacre se joue entre l'île de Boukari Somaré, le PSG d'Idrissa Gana Gueye et d'Abdoulaye Diallo et l'AS Monaco de Krépin Diatta et de Fody Ballo-Touré. En bas du tableau, Dijon de Moussa Konaté et Pape Cheikh Diop et Nîmes de Moussa Koné et Sidi Sarr sont définitivement relégués en deuxième division en Angleterre. Un Mendy est content pendant que l'autre l'est moins. Leicester a remporté la finale de la FA Cup aux dépens de Chelsea. Edouard Mendy était sur le banc, tout comme son compatriote Nampalys Mendy, pour assister au sacre des Foxes sur le score d'1-0. En championnat, après avoir refusé de serrer la main à son entraîneur, Sadio Mané a été titularisé ce week-end. Une bonne idée d'ailleurs, puisque les passeurs décisifs sur le premier but est à l'origine du corner qui a permis aux Reds de marquer le deuxième but et de garder du coup leur chance de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Cheikhou Kouyaté et Crystal Palace sont venus à bout de Aston Villa 3-2. En Italie, Keita Diao-Baldé était d'attaque lors de la victoire 1-0 de la Sampdoria sur la pelouse de l'Udinese. En Bundesliga, pour terminer, déjà relégué en deuxième division, Salif Sané était titulaire pour la première fois depuis de longs mois et Schalke a battu Francfort 4-3. Merci beaucoup, cher Diop, pour ce round. On change de discipline. Pape Malik, Basket Africa League. L'AS Douane décroche sa première victoire de la compétition. Effectivement, première sortie et première victoire pour les hommes de Mamadou Gueye Pabi. Les Gabelous ont dominé le groupement sportif Les Pétroliers 94-76. Et Mamadou Gueye Pabi est très fier de ses poulains et surtout l'engagement qu'ils ont montré dans cette partie. Ils feront face à Maputo lors de leur deuxième sortie ce mercredi. Mamadou Gueye Pabi, que nous écoutons. Pour bien défendre, pour bien attaquer. On a fait des stops importants à un moment du jeu. On a pris aussi des tirs importants à un moment du jeu. Le basket, c'est un tout. C'est des duels de 1 contre 1. C'est des rebonds, c'est des efforts que tu dois faire des deux côtés du terrain. Mais il faut garder quand même les pieds sur terre, sachant que nous allons encore rencontrer d'autres cylindres, d'autres très grandes équipes. Et là, il faut vraiment une bonne récupération pour entamer la suite de la compétition. On va se concentrer sur ce que nous savons faire, comme j'ai dit tantôt, pour pouvoir aborder le match contre février dans les meilleures conditions. Basket toujours, et cette fois Hambourg, la directrice de l'Agence nationale de l'aquaculture a octroyé de l'équipement à l'équipe Ndiaganyao Basket Club chez Yann Dembatine, un lot d'équipement et une enveloppe pour réhabiliter leur terrain. Tout à fait, c'est effectivement cela, et ce geste est perçu par les basketteurs qui jouent au niveau départemental comme un défi qui doit les propulser au haut niveau. Muntaga Kane. Les de Ndiaganyao ont toujours sollicité de la part de leurs autorités les rudiments de base leur permettant de s'atteler à leur activité. C'est l'équipe de basket de Ndiaganyao qui nous a sollicité par rapport à un accompagnement, premièrement pour la réhabilitation du terrain de basket. Là, on est actuellement, comme vous avez vu l'état, ils ont besoin de le réhabiliter afin d'avoir un outil adapté d'entraînement, mais également des équipements, des maillots, pour les 4 catégories, cadets, minimes, seniors et juniors, des maillots, des ballons, des polos, pour les remettre ces équipements et les accompagner, afin qu'ils puissent atteindre en tout cas les performances souhaitées en termes de compétition, pourquoi pas, au niveau départemental et au niveau national. Ce don qui vient à son heure est un motif d'émulation pour les basketteurs en herbe. Notre objectif, c'est de travailler à ce que les jeunes de Ndiaganyao arrivent au sommet du basket mondial. On note des stars du Sénégal qui évoluent au niveau du NBA et du NBC. Les jeunes de Ndiaganyao peuvent bel et bien arriver à ce niveau-là, surtout avec cet appui que nous venons de recevoir. Le rêve est permis. En attendant, l'équipe a en ligne de mire son affiliation à la Fédération nationale de basket du Sénégal.
Montaga Khan, merci. Et une chose est sûre, les joueurs de Ndiaganyao Basket Club vont essayer de répondre sur le terrain avec le ballon orange. Adam Anouchkava, c'en est donc tout pour cette page des sports. Merci beaucoup, Pamalik Job, pour toutes ces actualités des sports. C'en est également tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à toute l'équipe de la régie. Bonne suite des programmes sur ITV. Demain, nous serons encore ensemble dans le 1945.